Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez un bon moment. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver du lundi au vendredi de 20h30 à 22h pour décortiquer toute cette actualité sportive qui ne cesse de bouger. Il se passe toujours quelque chose et on prend beaucoup de plaisir à bavarder avec vous tous les soirs. Vous avez de la chance puisqu'il y a une belle team pour vous accompagner. Notre Henri Jo est là ce soir. Je suis là. Oui, Dieu merci, vous êtes là. Et de l'autre côté de la table, Jean-Philippe et Roger Stéphane. Toujours avec ces petites questions, Toujours des bonnes petites questions. Ah, je sais. Ouais, et je vous en Et j'aime bien. Bon, avant de passer au sujet suivant, on regarde tous l'actualité, on voit tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que la crise russo-ukrainienne impacte également le football européen. Ça se passe loin des stades, mais le conflit pourrait impacter l'agenda du football européen. L'UEFA, vu l'évolution de la situation, a convoqué une réunion ce vendredi afin de plancher sur des décisions nécessaires à prendre. Et donc, le doute plane sur le déroulement de la finale de l'UEFA Champions League qui était prévue à Saint-Pétersbourg. Ouais. Et par ailleurs, on a appris également que la Pologne, soutenue par la Suède et la République tchèque, refuse de jouer contre la Russie, son barrage pour la Coupe du Monde 2022. Un petit commentaire rapidement. Alors, en ce qui concerne la finale de la Ligue des Champions, déjà l'UEFA avait anticipé, puisque connaissant un peu la situation du côté de la Russie, l'UEFA s'était réunie et avait déjà désigné un stade pour accueillir la finale au cas où Saint-Pétersbourg ne serait pas retenu. Donc, selon les informations, ça sera peut-être Wembley qui va accueillir la finale au cas où cette décision serait actée de ne pas jouer la finale du côté de Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas la première fois que l'UEFA revient sur... je dirais une enceinte qui devait accueillir une compétition. Je pense que l'année passée... Bien évidemment, avec la crise sanitaire. Ça avait déjà été le cas. Lorsqu'il y a eu le Final 8 également. Donc je pense que toute organisation s'adapte à la situation. C'est une situation dramatique pour les différents peuples. Nous, on espère simplement qu'ils vont trouver un bon terrain d'entente pour que la paix puisse régner dans cette zone du monde. Maintenant, pour les barrages, on verra bien ce que va décider la FIFA. Est-ce qu'ils vont jouer ailleurs, sur un autre terrain neutre? Bon, on verra bien. D'accord. Bon, on vous tiendra informé, de toute façon. Allez, on va aller au cœur de la DTN avec notre prochain invité. C'est l'actu de ce soir. C'est une figure bien connue du football ivoirien, sélectionneur à plusieurs paliers. Il occupe depuis 2017 la tête de la direction technique nationale. Sa vocation, impulser le développement du football local sur le plan technique à travers notamment la formation des cadres. Monsieur Koné Tchegbe est dans la Grande Team ce soir. Merci de l'accueillir. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Koné. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être sur notre plateau. On vous a eu au téléphone il y a quelques jours. Tout à fait. Voilà, de façon très furtive, puisqu'on parlait d'un sujet, puis vous avez voulu intervenir. Donc déjà, merci. Et on est vraiment content de vous recevoir sur ce plateau. Alors, monsieur Koné Tchegbe, avant de parler de tout ce que vous faites, je voudrais qu'on revienne rapidement sur votre carrière d'entraîneur. Depuis quand est-ce que vous avez embrassé ce métier et quelles en ont été les grandes articulations à ce jour? Bien, merci. Je l'ai commencé très tôt. D'abord, j'étais enseignant au CAFAF de Mans et j'ai eu, au plan scolaire, il y a eu à remporter la Coupe nationale OSU, niveau supérieur, ce qui m'a valu l'appel du préfet de la ville et donc mon accession à l'équipe de l'ASM. Voilà. Et le camarade Ibrahim Padam, qui était le sélectionneur, était mon latéral droit à l'époque déjà. Et après l'ASM, je suis revenu à Abidjan. On avait quelle année ça? On avait quelle année? 88-89. D'accord. Voilà ça. Oui, parce que je connais un peu. Oui, 88-89, bien sûr. D'accord. Et donc, après cela, j'ai entraîné le stade d'Abidjan. Et après le stade d'Abidjan, je suis arrivé comme adjoint en sélection nationale des jeunes U20 avec les Yaya Touré, Romari, Kebou et tout ça. Et par la suite, je suis reparti mettre un club en place, la FAD, tout le projet en place. Et après le projet, je suis revenu à la DTN
Et bien sûr, avec les U20, où j'ai versé les Gervinho, que j'ai découvert. Après les U20, donc, ils sont à la DTN, comme d'abord membre de la DTN et ensuite adjoint et aujourd'hui DTN. Alors justement, hein, c'est vrai qu'à la DTN, vous avez assuré l'intérim de Pascal Lafleuriel avant d'être confirmé à ce poste. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur? Bon, je pense que c'est mon organisation et ensuite les actions que j'ai menées sur le terrain. Parce que déjà, avant que Pascal Lafleuriel ne vienne comme DTN, vous savez, depuis 2007, il n'y avait pas de championnat des jeunes en Côte d'Ivoire. Depuis 2007, il y avait un arrêt. Et donc, après avoir analysé la situation, j'avais lancé un projet de proximité. À savoir, vous savez, quand on est DTN, la mission de la DTN, c'est de massifier, c'est-à-dire faire en sorte que le football se déroule sur l'étendue du territoire. Voilà. Et à partir de ce moment, puis il n'y avait rien, alors il fallait donc s'appuyer sur les ligues régionales. Et les ligues même n'avaient pas de siège. Donc c'était encore compliqué. Alors donc, nous sommes référés aux organisations communales, les amicales, et à partir de ces organisations, nous avons lancé un premier projet, un championnat de proximité qui s'est déroulé entre les U14 et les U16 à Yopougon, à Bangourou, Bondoukou, etc. Et après les finales de ces championnats, je crois que la fédération a compris que nous pouvons assumer la tâche. Et parallèlement, nous faisons également les formations des cadres. Je crois que c'est ça qui a motivé le COMEX à me confirmer au poste. D'accord. Allez, on va ouvrir le téléphone, hein, puisque j'imagine que vous avez beaucoup de questions ou de choses à dire concernant la question LGT. Que pensez-vous de l'apport de la DTN au développement du football ivoirien? Eh bien, ça y est, vous pouvez commencer à nous appeler 27 21 59 93 99. Roger Stéphane. Oui, M. Tchegbe, on a le sentiment que le poste de DTN est un poste sensible à la Fédération ivoirienne de football. J'en veux pour preuve les quelques entraîneurs qui ont été un peu grillés, enfin, qui sont passés par là-bas. Vous me corrigez si je me trompe. Yo Martial, Walter Aman, Lafleuriel, Nguessan. Est-ce que c'est un poste trop sensible à la Fédération ivoirienne de football, ce poste de DTN? Je pense que c'est un poste essentiel parce qu'il est très important pour le développement du football. Et quand on parle de développement, on parle du long terme, du moyen et long terme. Et donc, logiquement, les DTN ne devraient pas passer comme des sélectionneurs. Mais je raffirme déjà que M. Yo Martial est resté longtemps à la DTN. Ouais. Donc, il n'est pas parti immédiatement. Pour Pascal Lafleuriel, c'est un contrat de 2 ans que lui n'a pas voulu renouveler parce qu'il avait pris un congé, des vacances, disons, une mise à disposition en France. Et s'il renouvelait encore pour 2 autres années, il devait démissionner de l'autre côté. Donc, il a préféré rentrer chez lui. Voilà. Pour Nguessan Clément, il croit qu'il y a eu une mésentente entre le COMEX et lui. Voilà pourquoi il est parti. C'est vrai que c'est un poste très important qui demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, puisque c'est un domaine où il faut faire de la recherche et vraiment, il est important et difficile à gérer. Je le reconnais. Alors justement, moi, je reviens un peu sur ce qui a milité en votre faveur pour que vous soyez désigné comme DTN. Vous avez évoqué l'absence de championnat des jeunes dans les années 2007. Tout à fait. Mais ces dernières années aussi, on constate que le championnat des jeunes n'a pas existé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cela? Voilà, bon, je voudrais vous rappeler que, voyez, il y a des difficultés. Je disais tantôt déjà que depuis 2007, il n'y a pas de championnat. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons lancé, comme je l'ai dit tantôt, un championnat de proximité. Et qui s'est tellement bien déroulé. Et lorsque nous avons fait la finale d'Abidjan, le COMEX m'a demandé que la prochaine saison, de faire un lancement, de faire un boom. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu un défilé et vraiment nous avons rempli les salles de Champrou. Et au finish, on me rappelle qu'il n'y a pas encore d'argent pour organiser le championnat. Donc nous avons perdu 1 an. Et ça m'a interpellé et je me suis dit, ben, tiens, si nous attendons l'argent d'autrui, nous serons bloqués. Alors nous avons changé. Vous voyez, quand on fait un projet, c'est vrai qu'on répond aux besoins des enfants, c'est mené par les entraîneurs, mais cela repose sur un environnement. Et lorsque nous avons regardé l'environnement, où est-ce que nous pouvons avoir de l'argent? On s'est dit, avec la vente des licences, nous avons pu avoir de l'argent pour être un peu autonome. Alors donc nous avons fait un lobbying là-dessus, et la licence au niveau des jeunes est montée à 10 000 francs. Ce qui comprenait, c'était un kit en fait. Et la visite médicale, l'assurance, ainsi que
disons, les PVC, la carte même d'assurance, qui a un coût, effectivement. Bien sûr. C'est vrai que la FIF vend à perte, parce que la FIF vend la licence à 1 000 francs, mais le document revient à 2 000 ou 3 000 francs à la FIF. Donc nous avons cherché à combler ce vide et nous faire un peu d'argent pour pouvoir organiser. Ce qui nous a permis de faire un championnat encore, disons, de proximité, en nous appuyant sur les communes. Et nous avons eu 32 équipes en U16 à Yopougon, 16 équipes U14 à Yopougon. Nous avons eu des équipes à Korogo. Malheureusement, quand on a lancé ce projet à Yopougon, qui a tenu toutes ses promesses, il y a eu après la Covid. Et donc, nous avons encore été obligés de nous arrêter. D'accord. Voilà. Alors, on a beaucoup de monde au standard. Monsieur Serge Kakou d'Abobo est avec nous. Bonsoir, Monsieur Kakou. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Monsieur Koné-Tchegbe. Bonsoir. Alors, Monsieur Kakou. Oui, c'est Kakou depuis Abobo. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais savoir quelle est la relation entre la DTN et de nombreux mécènes qui organisent le tournoi de distinction à travers Abidjan. Parce qu'à Abobo, il y a le tournoi UEFA de centre de formation. Et puis, un moment où il y a le tournoi de distinction ASPI, puis récemment Tito. Donc, du coup, parce que les noms que M. Koné a cités, j'ai vu Nyo, Touré et autres, je n'ai pas senti la DTN. Donc, quelle est la relation entre la DTN et ces mécènes qui organisent ces tournois de distinction en période de vacances? Merci et bonne émission. Merci beaucoup, M. Kakou. Oui. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. C'est simple, hein? Comme il a déjà dit aussi le plateau, que nous appuyons beaucoup sur les organisations communales pour développer les jeunes, surtout lorsque la FIF a un blocage. Et donc, nous sommes invités à tous ces tournois, mais nous rappelons que si nous insistons à mettre des tournois en place à partir de la DTN, c'est parce que, voyez, un tournoi d'un mois pendant les vacances, imaginez-vous un gamin qui ne fait qu'un mois de compétition sur 12 mois. Ce n'est pas un sportif. C'est pour cela que nous les amenons à faire des tournois qui tiennent au moins 6 mois. Minimum 14 à 16 à 20 journées. Aujourd'hui, l'UCFI de Yopougon a pris notre modèle et actuellement l'UCFI organise un championnat sur quasiment 6 mois. Et ailleurs, à Bobo, l'UEFA fait pareil. Pabou aussi fait pareil. Pabou fait pareil. Donc, notre souci, c'est de mettre ce processus en place pour que la FIF soit apte à le faire ou pas, mais pour que nous, la DTN, nous puissions, disons, démontrer notre force à travers ces organisations-là. Et donc, voyez, le but, c'est de trouver des talents. Le but, c'est de développer des talents. Et donc, si nous pouvons nous appuyer sur ces organisations, nous allons développer des talents et donc essayer de les aiguiller sur les équipes nationales, U17 et U20. Et c'est à partir de là que l'équipe nationale reçoit les talents. Est alimentée. Voilà. Jean-Philippe. Coach, il faut le dire clairement, la DTN a une grosse difficulté à couvrir l'ensemble du territoire national pour organiser de manière uniforme l'ensemble des compétitions. Tout à fait. Quel est votre véritable problème pour pouvoir uniformiser, comme je l'ai dit tantôt, l'organisation de ce genre de compétition pour qu'on puisse avoir la même qualité de compétition, si je me répète, à Mans, à Korogo, ainsi de suite, sur l'ensemble du territoire national? Merci, c'est notre souci également. Comme je l'ai dit, vous voyez, les ligues régionales n'ont même pas de siège. Et lorsque nous avons fait l'analyse, au sein de ces ligues-là, il n'y a pas de responsabilité dédiée à une personne pour s'occuper des jeunes. C'est pour ça que nous sommes passés à mobiliser ces organisations-là à travailler autour des jeunes. Et donc, lorsque nous avons réussi cela, notre objectif aujourd'hui, c'est que les ligues régionales aient une certaine autonomie. Et si les ligues régionales ont leur autonomie, alors elles pourraient organiser au sein de leur circonscription les compétitions à tous les niveaux. Mais si nous ne faisons pas, si tout doit partir d'Abidjan pour alimenter Ogéné, alimenter Korogo, ça va être très difficile. Donc, c'est ce que nous avons soumis, disons, au COMEX pour que les ligues régionales aient leur autonomie. Parce que les licences que nous faisons, lorsque nous le disons, on parle de frontulage. Mais tant que nous faisons les licences, toutes les licences à Abidjan, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, si les ligues régionales ont leur autonomie, c'est notre combat. On fera les licences. Certainement, les dossiers vont venir à Abidjan, mais on pourra imprimer les licences sur place, à Ogéné, à Korogo. Localement. Voilà, localement. Ce qui permettrait, sur place, de faire les championnats. Mais en plus, nous avons essayé d'augmenter le coût de la licence
pour avoir une certaine autonomie également pour pouvoir les organiser, les championnats sur place. Voyez-vous, si nous attendons que tout vienne d'Abidjan, on n'a pas vous en sortir. Ça D'accord, très bien. Alors, M. Kone Tchegbe, en 2012, il y a eu un formidable projet qui a été lancé, Élite Jeune, si ma mémoire est bonne. Piloté à l'époque par Camara, avec vous d'ailleurs. Vous êtes venu un peu plus tard. Les Rigo Gervais également sont venus un peu plus tard. C'est un formidable projet qui nous a donné quelques joueurs aujourd'hui qui sont en sélection. Tout à fait. Kessier, Maïga, Angban, Pépé, de formidables joueurs sortis de ce grand projet. Alors, où est-ce qu'il en est aujourd'hui et pourquoi on n'a pas insisté sur cette idée lumineuse pour qu'aujourd'hui, la situation des jeunes en termes de football soit dans l'état dans lequel elle est en ce moment? Ok. Il faut d'abord dire que je ne suis pas venu plus tard. Je suis même à l'origine de ce projet avec Camara. D'accord, très bien. Quand Camara a eu la sélection des U14, il n'avait pas de joueurs. Donc c'est ensemble que c'est surtout lui et moi qui avons travaillé toute la nuit, pendant 3 ou 4 jours, pour sortir le projet. Il était question que dans ce projet, que nous fassions une détection dans toutes les villes. Ouais. Et que les villes viennent à Abidjan. Et qu'on les héberge et qu'on fasse un tournoi. C'est ainsi que Amaga vient de Gagnoa, Kessie était derrière Ostella. Il y a eu d'autres joueurs en sont nombreux. Donc, quand nous avons retrouvé Abidjan, alors, Camara a pu se retirer de temps en temps à Yamoussoukro pour faire sa préparation. C'est ainsi que nous avons eu une équipe qui a pu aller jusqu'en finale de la CAN des U17, championne, et nous sommes allés au mondial. Ce qui a permis à des joueurs de s'exprimer. Le but, c'était de gagner un jour la Coupe du Monde, hein, c'était le but. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Après cela, vous savez qu'il y a eu des problèmes à la fédération où on nous disait que la FIFA ne donnait plus de fonds. Ouais, donc ça devenait compliqué. Je vous ai dit que c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à augmenter les coûts de licence pour pouvoir nous financer. Donc le projet, il a été, disons, éprouvé, ça a été un succès. Notre organisation aujourd'hui, c'est d'y revenir. Mais pour y revenir, il faut d'abord un championnat, comme on l'a dit, ils viennent de partout. Faire un championnat local, dans toutes les ligues. Et après cela, nous avons appelé la semaine des talents. C'est-à-dire qu'il fait venir les meilleurs talents. Pendant une semaine qu'on a appelé la semaine des talents. Et à partir de la semaine des talents, nous avons trouvé soit les 30 meilleurs joueurs annuellement, qui nous ont aiguillés vers les clubs formateurs. Parce que les clubs formateurs aussi ont des difficultés à avoir des joueurs. Voilà. Donc à partir des clubs formateurs, ils seraient mieux formés et donc mieux guidés vers les sélections. Alors, Monsieur Kone Tchegbe, on va venir sur l'actualité, hein, si vous voulez bien. L'actuel sélectionneur national des éléphants est décrié. Vous, en tant que premier responsable technique du football local, qu'est-ce que vous avez à dire sur la question? Bien, il faut d'abord dire que nous travaillons sur le long terme, comme on l'a dit. Et donc, lorsque M. Boumel est arrivé, qui a d'abord l'esprit très ouvert et qui s'est approché de la DTN, nous avons monté un projet de jeu. Le projet de jeu que nous avons monté, nous avons travaillé sur environ 4 mois, toute la DTN. Et après, nous avons invité M. Boumel. Il a intégré, il a participé à des séances du projet. Il a même remarqué... Je vais vous arrêter là, avant de continuer. Sur la fameuse séance de travail, c'est vous qui l'avez fait venir, c'est lui qui a sollicité cette séance de travail, ou alors c'est de commun accord que vous avez décidé de travailler sur ça? Parce qu'on l'a reçu sur le plateau, il nous a donné sa version sur cette fameuse séance de travail qui a eu lieu à Benjerville. Oui. La vraie histoire, c'est quoi exactement, avant de poursuivre? Parce qu'elle est déterminante, cette fameuse séance de travail. Oui, en fait, c'est moi qui ai approché Boumel. Donc, je lui ai expliqué ce que nous faisons, le projet. Il a aimé le projet. Et donc, au moment où nous l'approchions, on a déjà fait 3 mois de travail. Hein. C'est-à-dire, on a déjà travaillé. Celui qui avait mis comme responsable du projet, c'était Max. Max a travaillé avec tout le monde. Tout le monde a travaillé. Comme Maxime. Justement. Voilà. On a travaillé par atelier. Et à chaque fois, moi, je supervisais les plénières. Et c'est au finish que je lui ai dit, ah, Boumel, nous avons fait un travail. Parce que lui-même, il nous a montré qu'il voulait venir vers nous. Donc, je lui ai dit, voici le projet. Et donc, il est venu à la clôture du projet. Et quand il est arrivé, ce qu'il a ajouté, ce qu'il a souhaité qu'on ajoute, c'était le 3-4-3. Le 4? Le 3-4-3. Nous savons dans le 4-3-3 par le passé. Il a dit qu'il aime bien le 3-4-3. Et donc, nous avons réfléchi ensemble sur l'animation de ce système. Et donc, nous avons ajouté au projet. Voici ce que je peux... Bon, maintenant, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que, parce que le football ivoirien, traditionnellement, c'est le fameux 4-3-3. Tout à fait. C'est celui qu'on joue depuis longtemps avec des ailiers. Et lui, il a son fameux 3-4-3. Bon, quand vous faites la séance
Quand vous finissez les travaux, Oui. quelle est la méthode qui est retenue? Voilà, ce que vous devez savoir d'abord, c'est bien Roger. Oui, non, on comprend. Oui, ce que vous devez on savoir, vous voyez, je l'ai dit, le DTN et la DTN en général, nous travaillons sur le long terme. Et tous les sélectionneurs, les U17, les U20, U23, ont tous travaillé sur le même projet. Chacun part avec le 4-3-3. 4-3-3. Oui, 4-3-3. Mais lui, le coach, il a une préférence, c'est le 3-4-3. On ne peut pas lui enlever ça parce que c'est lui qui doit rendre compte après. Il a son œuvre. Donc nous, on assouplit notre façon de voir. Je vous donne un exemple qui est clair. Lorsque nous avons été là, moi j'étais sélectionneur de U20, on jouait le 4-4-2 à plat. 4-4-2. Mais je crois qu'il y a un adversaire qui me bouleverse ça. Moi j'avais un 4-4-2, un 4-3 que je faisais, qui était un peu de ma baissière, que je sors pour me qualifier pour aller à la CAN de 2005. Vous voyez. Donc on a quand même une certaine souplesse au coach parce que c'est le titulaire. Il ne faut pas qu'il soit carré parce que lorsqu'il sera bloqué, il ne saura pas où aller. Mais donc il a cette souplesse. Et nous les entraîneurs, chaque entraîneur maîtrise plusieurs systèmes. Et vous voyez, le système dépend également des jeux que vous avez sous la main. Absolument. Si nous lui disons non, nous restons carré sur le 4-3-3, alors qu'il n'a pas des ailiers, il te dit, bon, moi j'ai plus de joueurs de couloir, je veux changer, remodeler. Donc nous devons apprendre tous les systèmes et nous avons mis l'accent sur les deux. Le 4-3-3, et si vous avez bien vu, au mondial, il a travaillé en 3-4-3. Oui. Mais à la fin, là, il est passé au 4-3-3. À la CAN, il était au 4-3-3. D'accord. Allez, monsieur Mamadou Diomandé de Sipilou est avec nous. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, la grande Tia. Comment allez-vous? Bon, à la 3, à tout le monde, c'est trop aussi. D'accord. Très bien. Bonsoir, la table. Bonsoir, la table. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir. Allez, monsieur Diomandé. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'apport de la DTN au développement du football ivoirien? Bon, j'écoute, j'ai bien écouté M. Kouné, c'est vrai. Je crois que ça apporte un plus par rapport au développement du sport en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui concerne une occasion autour d'une structure comme le football, et pour la santé des travaux, je crois que c'est apprécié et apprécié. Mais vraiment où je veux intervenir par rapport à ma question, c'est par rapport à vous-même, l'autre entraîneur de l'équipe nationale. On parle de lui, honnêtement, M. Kouné, c'est vrai. Pourquoi maintenant, quand Bouben a trahi son style de jeu, ça se voit là, et qu'il n'arrive pas à le gérer. Et c'est pourquoi M. Kouné avec son équipe ne prépare suivi, au fait de Bouben, pour voir le critique, pour pouvoir faire un petit système de jeu rentable. Parce que vraiment, on voit que quand il a fait ce système-là, il n'arrive pas à le maîtriser. Et finalement, ça devait le chèque au coup de jeu. Donc vraiment, ça nous inquiète beaucoup pour les Ivoiriens. Vraiment, il n'a aucune maîtrise sur ce système. Il a pris le système et il ne le maîtrise pas. Et finalement, au coup du jeu, vraiment, ça devait être le chèque total. Donc, et il ne faut pas être suivi sur Gourmet. Franchement, c'est inquiétant pour la suite. Merci pour l'émission. D'accord. Okay. Merci, monsieur Diomandé. Okay. Bon, pour aller un peu plus loin dans ce qu'a dit monsieur Diomandé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire dispose de cadres techniques à même de diriger la sélection nationale? Ok, merci. Nous allons d'abord essayer de répondre à la préoccupation de celui qui avait de loin. Sachez déjà que le DTN et le sélectionneur, le DTN n'est pas le chef du sélectionneur direct et le sélectionneur n'est pas le chef du DTN. Nous sommes au même niveau, des missions complémentaires. Moi, je veux que la DTN s'occupe des jeunes. Les équipes de jeunes. Les équipes de jeunes jusqu'au U20. Parce que par le passé, même les U23 étaient sous la coupole du sélectionneur. Puis souvent, il y a des joueurs qui sont à cheval sur ces équipes. Donc, nous travaillons avec le sélectionneur, nous montons les projets ensemble, mais c'est lui et son staff qui assument sa mise en œuvre de son côté. Nous, ce que nous pouvons faire, quant au U20 jusqu'au U16 et en dessous, nous accompagnons de bout en bout le projet. J'avoue aussi, même Clémentine qui a les dames, féminine. Logiquement, elle n'est pas la DTN, mais elle-même s'est mise à l'intérieur de la DTN. Donc, avec elle, on va plus loin. Parce que c'est son... Ouais, nous avons travaillé chacun son contrat. Moi, mon contrat de collaborateur ne me permet pas d'aller imposer des choses à Boumel.
et comme Boumel aussi ne peut pas venir s'imposer à moi. Mais nous collaborons parce que nous sommes complémentaires. Lorsque nous avons travaillé jusqu'à U20, U23, alors lui, il prend la relève. Mais pour que les enfants ne soient pas dépaysés dans un programme de développement, nous travaillons sur le même schéma jusqu'au bout. Pour qu'un enfant de 16 ans, si on a besoin de lui en équipe A, qu'il puisse y arriver sans être dépaysé. Voilà, c'est pour cela que nous ne pouvons pas imposer notre vue à M. Boumel. Voilà. Oui, Jean-Philippe. Et coach, vous venez de soulever un point qui est très important à mes yeux. On sait que l'actualité récente du football ivoirien, c'est l'élimination de nos jeunes sœurs pour la CAN au Maroc. Et on se posait des questions concernant l'apport de la DTN dans la détection, dans le développement des sélections des jeunes au niveau du football féminin jusqu'à l'équipe première, parce qu'on a l'impression que le groupe de Mme Touré-Clémentine stagne un peu. C'est pratiquement les mêmes que nous voyons depuis un certain moment. On a l'impression qu'il n'y a pas de relève derrière. Elle a énormément de difficultés. Est-ce que l'équipe nationale féminine fait partie du champ de la DTN? Bien sûr, surtout les jeunes. Bien sûr, ça fait partie du champ de la DTN. Il y a 2 ans, Clémentine et moi-même avons monté une équipe de U17 filles. Le problème des filles, il est un peu plus complexe. Vous voyez, il est difficile de trouver des filles comme on trouve des gamins qui jouent dans la rue. Donc nous avons initié un projet scolaire. Nous avons eu l'année passée, disons, 18 écoles d'Abidjan. Le projet partait sur 18 écoles d'Abidjan pour les filles. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était la Covid qui a bloqué avant qu'on lance ce projet. Nous sommes conscients que ça stagne. Le match que nous avons vu, on a senti que l'âge de certaines joueuses nous a empêchés de voler comme nous voulons. Et nous sommes tous embarrassés parce que où trouver ces jeunes gens aujourd'hui, ces jeunes filles aujourd'hui? Il convenait de mettre un championnat en place. Et je profite pour vous dire, lorsque nous voulons mettre un championnat des jeunes, filles ou garçons, nous avons un autre handicap. Il n'y a pas d'aire de jeu, de proximité. Vous voyez, imaginez-vous les stades que nous avons mis en place pour la CAN. Quand la CAN va finir, notre souci à la DTN, c'est comment faire en sorte que ces stades soient rentables économiquement et socialement pour les régions. Et tant qu'il n'y a pas de stade de proximité autour, et qu'il n'y a pas les moyens pour faire des championnats de jeunes autour, on ne pourra pas animer ces stades. Donc notre souci, c'est de trouver les moyens, et surtout pour les filles, la FIFA aide. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de stade. Nous avons pensé à ça, mais nous n'avons pas de stade aujourd'hui à Abidjan. Ouais, tous les stades sont occupés, soit pour les séances d'entraînement des CAN à venir, soit pour d'autres travaux. Aujourd'hui, allez voir à Djamé, il n'y a pas de stade. Allez à Makori, partout, il n'y a pas de stade aujourd'hui. À Yopougon, il y a un seul stade, ainsi qu'à Bobo, où tout le monde se trouve. Vous voyez. Donc nous avons ce projet dans les écoles. Et nous profitons de ça pour dire, la CAF a lancé un projet panafricain, filles et garçons. C'est ça. Voilà. Donc ce projet également nous soutiendra Clémentine et tout le staff des filles dans son développement. Donc c'est également un souci de le faire parce que les filles, effectivement, nous nous rendons compte que nous reculons. On n'a même pas stagné. Nous avons reculé. Cette équipe du Nigeria que nous avons vue, avec une équipe assez bien préparée, ouais. Nous passons. Parce que ce n'est pas l'équipe type du Nigeria que nous avons vue. Les professionnels du Nigeria ne sont pas arrivés. C'est une équipe locale qui est arrivée. Donc nous avons toute la possibilité de dire. Mais nous avons ces blocages actuellement, mais nous y pensons. D'accord. Monsieur Diomandé Siaka, qui nous appelle de Yopougon, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Madame Tia. Comment allez-vous? Ça va très très bien. D'accord. Je salue tout le plateau. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Diomandé. Salut, monsieur. Oui. Oui, allez-y, saluez-le, il n'y a pas de souci. Je salue monsieur Kébé. Bonsoir. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait dans l'ombre. Nous ne voyons que là-haut, nous ne voyons que le résultat qui est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que dans leur projet que nous voyons là, on ne peut pas être des batteurs psychologiques pour former des joueurs? Parce que quand on les voit tout le temps, depuis 1965, les Ghanéens nous ont éliminés 3 fois comme ça, toujours sur le plan psychologique. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un département psychologique pour l'équipe nationale? On est toujours éliminé par là. Merci pour tout ce qu'il fait. Vraiment, je suis convaincu et corrompu par son explication sur le développement du football. Mais nous ne voyons que là-haut. Nous ne voyons que là-haut. On est toujours frustrés. Il a fallu un doigt
à Dakar en 92 de René Pidipi pour que nos gars soient soutenus. Il a fallu Hervé Renard en cachette, qu'on ne voyait pas, et on a eu la chose. Tout le temps, on est éliminé comme ça. Le travail s'est fait très bien. Mais arrivé là-haut, alors vraiment, il n'y a pas autre chose. Cette année, par exemple, on a vu que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'a pas de doublure à presque tous les postes. Et c'est aberrant. Maïga qui remplace, comment on dit, Serge Aurier, le capitaine, vraiment c'était lamentable. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une doublure pour chaque poste pour qu'on avance? Vraiment, je le remercie, mais nous voyons que là-haut. Et là-haut doit être vraiment le sublime, le comble de tout pour nous. Je vous remercie pour l'émission. Merci. C'était ma participation. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Alors, Monsieur Diomandé qui a posé une question quand même très intéressante. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un département psychologie pour justement aider nos joueurs qui semblent flancher à certains moments? Et ça, c'est le constat de beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui. Est-ce que c'est au programme, ça? Bien, il faut dire que, honnêtement, nous n'avons pas pensé à mettre un département de psychologie en place. Mais on le sait très bien, et tous les formateurs le savent. Le football, c'est la technique, le mental, la tactique et le physique. Ça, tout le monde le sait. Et à un certain stade de pratique, vous voyez, à un certain stade de pratique, lorsqu'on va à une CAN, vous voyez, les joueurs qui ont déjà fait une CAN, deux CAN, il y a un niveau de psychologie assez poussé. Mais engagé, nous avons une anecdote un peu sur un psychologue qui était avec une équipe. Et le psychologue, il dit comme ça, on a perdu ce match parce que je n'étais pas à ma place. C'est-à-dire dans le bus, quand on partait au terrain, je n'étais pas à ma place, c'est pour ça qu'on a perdu le match. C'est-à-dire que ce n'est pas un psychologue, c'est plutôt quelqu'un qui... Un charlatan, il faut le dire. Voilà. Donc, c'est un sujet important, il est délicat. Vous voyez, dans le football, à un moment donné, le stress est tellement élevé. Nous, on parle plus de gestion du stress. Ce n'est pas forcément un psychologue qui va venir, ce n'est pas des malades, etc. Mais comment gérer le stress à ce niveau? Vous voyez, lorsqu'on a un tir au but à faire, voyez, nous, les joueurs sont techniquement bons. Techniquement, ils peuvent tirer. Mais lorsqu'il y a l'événement, lorsqu'il y a la pression, l'enjeu, est-ce que le joueur est capable de gérer ce stress-là au bon moment et y aller? Et il y a des stratégies qu'on développe pour que le stress, on le déplace de l'entraînement au match, pour qu'il y ait une liaison de ce qu'on a fait à l'entraînement au match. Mais ce n'est pas toujours évident. Vous voyez, il n'a jamais été démontré qu'un joueur marque tous ses pénaltys. Tous les grands joueurs ont les pénaltys. Ça dépend par moment de ce que tu ressens. Et il y a un adversaire devant vous, le gardien, il est là. Dans le cas de l'espèce pour l'Égypte que nous avons vu, c'était un cas particulier qui arrête le maximum de pénaltys possible. Donc il est là pour ça aussi. Très bien. Donc il est clair qu'on doit y penser, mais pour l'heure, ce n'est pas dans notre projet. Donc nous prenons note, nous allons voir comment le mettre en place, mais surtout nous parlons de gestion du stress plutôt que de psychologue en général. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que M. Diomandé, l'intervenant, a dit. Oui. C'est vrai, il faudrait que chaque entité reste bien cloîtrée dans son domaine précis. Oui. Mais est-ce qu'on ne pensait pas qu'il serait, de bonne loi d'intégrer un module de psychologie dans la formation des entraîneurs locaux pour qu'ils puissent jouer ce double rôle, pour accroître leurs compétences, leur capacité à pouvoir gérer également ce genre de moments. Parce que ce qu'il dit, c'est quand même important. On a l'impression que dans certaines rencontres, il semble avoir des blocages dans l'esprit de certains de nos joueurs. Quand on commence le match face à l'Égypte, par exemple, durant la dernière CAN, ce n'est pas pareil que face à l'Algérie. Face à l'Algérie, on est une équipe galvanisée, tout et tout. Mais face à l'Égypte, on se rend compte qu'arrivé un moment, quand les Égyptiens commencent à avoir quelques actions franches, on a l'impression, que l'équipe commence à flancher psychologiquement, elle commence à avoir peur, elle commence à se tétaniser. Et ça a comme résultante de voir les joueurs un tout petit peu se déliter. Chacun essaie de jouer tout seul pour essayer de trouver la solution, au lieu de rester en bloc, de jouer collectivement. Et on a vu également la séance des tirs au but de 2012. On avait l'impression... Je termine. Oui. On a eu l'impression que l'équipe était mal préparée d'un point de vue même technique, mais également psychologique. Est-ce qu'on ne pensait pas qu'il faut intégrer ce module, ou bien dans le choix des sélectionneurs, par exemple, des techniciens, choisir des personnes qui ont ce profil-là pour manager surtout nos équipes nationales? Naturellement, ça s'impose à tous les coachs.
ça s'impose à tous les coachs. Vous voyez, il y a les coachs formateurs et il y a les coachs compétiteurs. Le coach compétiteur ne lâche rien. Et c'est ce que j'ai apprécié un peu à Lyon Cissé, que j'ai eu comme adversaire à la francophonie. Vous voyez, il a eu cette astuce contre moi d'ailleurs en demi-finale. Et nous étions au tir au but. Pendant que nous devons nous mettre dehors les coachs, après avoir fait les 5, moi je suis allé dehors avec mon staff, son staff était dehors. Et à lui, c'était caché quelque part derrière les joueurs et resté au milieu du terrain. Il continuait de donner des consignes. Et quand moi j'ai remarqué ça, je suis rentré, on m'a remis dehors. Je n'ai pas su me cacher. Vous voyez, vous dites qu'effectivement, il y a des coachs qui ont ces astuces. Il y en a qui ont ce don naturel au départ, qui sont des leaders, qui galvanisent, qui poussent tout le monde. Et il y a des joueurs qui sont comme ça d'ailleurs. Donc nous y penserons également pour qu'on puisse booster la chose. D'accord, très bien. Bon, alors messieurs, on a beaucoup parlé. Il y avait beaucoup à dire quand même. Oui, mais j'imagine, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une toute petite pause. Voilà. Voilà, quelques minutes pour reprendre un petit peu nos esprits et puis on va revenir pour le dernier sujet de la soirée. On va parler des AG de la FIF, enjeu d'un virage décisif. Eh bien, on en parlera ensemble et il y aura une autre question sur laquelle vous pourrez vous exprimer. Avez-vous des craintes concernant les AG de la Fédération ivoirienne de football? On en parlera ensemble. Troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Et il nous reste un petit sujet à aborder. Et on est toujours en compagnie de monsieur Koné Tiagbé, donc le directeur technique national de la Fédération ivoirienne de football. Et justement, un programme chargé pour la FIF et ses membres actifs. En 2 jours, ils vont plancher dans un premier temps sur le quitus de l'AG ordinaire et ensuite sur l'adoption des nouveaux textes proposés par le comité de normalisation. Une double AG en l'espace de 48 heures, vous l'avez bien compris. Interrompue le 18 septembre dernier, l'Assemblée générale ordinaire de la FIF pour la validation des comptes de l'exercice 2020 a lieu ce vendredi à la salle de la conférence des entreprises de Côte d'Ivoire au Plateau. Très attendues, ces assises seront l'occasion pour les 81 mandants de se prononcer définitivement sur le dernier exercice comptable de l'ancien comité exécutif dirigé par Feu Sidi Diallo. Un bilan financier qui, selon nos sources, a été certifié par le commissaire aux comptes. Toujours est-il que la responsabilité revient aux délégués d'adouber ou non ce bilan financier lors de cette assemblée générale qui précède celle de l'examen et de l'adoption des statuts et du code électoral révisé le samedi dans le même lieu. 2 assises qui ouvriront le chemin à la prochaine élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Bon, après 5 mois d'attente, les clubs vont enfin se retrouver pour valider les nouveaux textes de la Fédération ivoirienne de football. Vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui. Alors, tout le monde a réclamé des tests calqués sur le modèle de la FIFA. C'est ce qui a été fait. Donc, je pense qu'à ce niveau, il ne devait pas avoir de problème. Ah bon? Bon, dans tous les cas, c'est l'un des temps forts du processus électoral, enfin de la normalisation, parce que c'est l'un des éléments les plus importants de la feuille de route du comité de normalisation. Toilettage partiel des tests de la Fédération ivoirienne de football, autrement la constitution de la FIF, qui est l'émanation des clubs et des groupements d'intérêt. Donc, ça va être un moment important et décisif dans la suite des événements. Maintenant, nous tous, on se pose des questions. Est-ce que les tests vont être adoptés par les présidents des clubs, tels qu'ils ont été proposés? Est-ce qu'il va y avoir des discussions qui vont mener des blocages, etc., etc. Est-ce que les différents camps ont des agendas cachés derrière eux pour aller créer une sorte de scénario à cette Assemblée générale pour que le processus électoral se prolonge encore? Ma chère Tia, on se pose beaucoup. Je voulais normalisation, je confonds un peu normalisation et processus électoral, mais c'est tout comme quand même, parce que tout ça, ça fait partie un peu de ce jeu électoral. Donc, on se pose des questions et on attend de voir. Vraiment, ça va être un vrai face-à-face déterminant entre le comité de normalisation et les présidents des clubs. D'accord. Allez, on ouvre le téléphone une nouvelle fois dans cette émission. Avez-vous des craintes concernant les AG de la FIF? 27 21 59 93 99. Bon, alors la validation du bilan financier avait été bloquée en septembre 2021. À votre avis, est-ce que tous les blocages ont été levés pour pouvoir voter, pour que le quitus puisse passer? Je pense que tout est levé carrément parce que il y a eu le temps quand même de travailler là-dessus.
Et les dernières nouvelles, les nouvelles que nous avons, je crois que c'est en bonne voie. Et c'est notre souhait d'ailleurs que tout se lève et qu'on puisse aller sur les textes. Et comme les textes, c'est la loi de l'association, moi je souhaite que ça soit un débat franc et que les gens choisissent les textes si vraiment ils sont convaincus, si les textes sont vraiment pour l'avenir, parce qu'il s'agit de faire un bon choix pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas que nous revenions encore en arrière, pour encore tripatouiller encore les textes. Je crois que le professeur Bléou, qui est vraiment un professeur de l'université, qui est agrégé, donc qui a travaillé longtemps là-dessus, nous pensons qu'il a tenu compte de toutes les sensibilités et surtout qu'il a tenu compte de l'avenir de la Côte d'Ivoire par rapport aux textes et par rapport aux futures élections. Je souhaite que tout se passe bien et qu'on sorte de la normalisation et qu'on puisse travailler tranquillement aussi. Je ne dis pas que la normalisation n'a pas bien travaillé, c'est pas ce que je dis, mais je dis que s'ils ont bien fait leur travail, c'est pour qu'on puisse avoir la stabilité, l'entente et qu'on puisse travailler sereinement. Et c'est mon souhait. D'accord. Monsieur Maury de Soubré est avec nous. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Madame Kéa. Comment allez-vous? Madame Kéa, ça va. Bon, vraiment, c'est pas facile de vous avoir, mais aujourd'hui, je suis heureux. Eh ben voilà. Bonsoir, Kéa. Et je salue aussi Koné Teboué, qui est le directeur technique national. Merci. Je salue tout le plateau, ça dit Roger Stéphane et puis... Henri Jo, Jean-Philippe, voilà, tout le monde est là, voilà, avec vous ce soir. Alors, il vous salue également. Alors, Monsieur Maury, est-ce que vous avez des craintes concernant les AG de la FIF? Merci beaucoup, Madame Pierre, merci beaucoup. Mais je ne vois pas pourquoi il doit avoir des craintes. Mais tout à l'heure, quand on est celui de parler de la fédération et de la fédération ivoirienne, du coup, doit avoir un président. Je vais parler un peu avec ces breaks pour le DPL que vous l'avez parlé, je n'ai pas pu faire. Mais il faut dire qu'on ne doit pas avoir des craintes. Mais il y a un certain nombre de personnes dont on a peur, tel que Mathieu Gourou. Quand on écoute certaines personnes, on a peur. On dirait qu'eux, ils veulent forcément réagir tout à l'heure. Quand M. Koné Teboué, qui est un DPN sage, quand il a parlé, ce qu'il a dit est clair. Ça dit que tout le monde souhaite aujourd'hui que le football ivoirien avance. Regardez ce que Koné Teboué nous dit. Pour faire même le travail des DTN là, il a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas d'argent. Vous voyez, pourtant, quand on fait le bilan, après le comité de nomination, quand ils ont fait les audits, ce qui a été dit, tout le monde a écouté. Je ne sais pas pourquoi ici, en Côte d'Ivoire, certaines personnes aiment les difficultés. Il y a Marcel Gouri qui a parlé de la question là, il dit que forcément, il faut avoir des difficultés. Il incrimine même Mme Daou Gabala, la pauvre dame qui est venue pour stabiliser, pour arranger et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une vraie FIF. Elle n'a rien à voir avec le football. Elle est venue pour participer. Mais Marcel Gouri la table là, tous les jours. Vraiment, moi j'ai dit merci à Koné Teboué, il a parlé tout à l'heure. Mais je suis content parce que Roger Stéphane ils ont mis de l'eau dans leur vin. Moi je pense que les leçons vont se doubler bien. D'accord. Quand je passais bien, il n'y aura rien. D'accord. C'est tout ce qu'on souhaite. Par rapport à l'élection. Voilà. Maintenant, monsieur Maury. Rapidement, monsieur Maury, rapidement. Oui, rapidement. Oui. Rapidement, voilà. Je dis que moi, je voulais poser une question à Koné Teboué parce que nous, on est au village. Et puis, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talents, des grands talents. Moi, j'ai, par exemple, 3 filles qui jouent très bien au ballon. Comment ils vont faire? Parce que moi, je n'ai pas d'argent. J'ai l'impression que c'est le plus comme avant. D'accord. Je vais leur dire d'aller un peu dans le profondeur. Il y a des grands joueurs qui souffrent dans les petits villages. Il y a des grands joueurs qu'on ne peut pas voir parce que les parents n'ont rien. Il faut qu'ils pensent à eux. D'accord. Bon, il a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Effectivement, il y a des choses qui sont prévues. Il y a des petits joueurs forts qui restent dans les troupes. D'accord. Très bien. On a compris. Merci beaucoup, monsieur Maury. Merci. Oui. Voilà, tu as su le vote du quitus. Rapidement. Voilà, parce que M. Teboué nous donnait une information. C'est vrai qu'il semble que le commissaire aux comptes a eu toutes les pièces comptables pour faire son travail et le travail a été bien fait. Maintenant, les camps se déchirent à nouveau. Il y a le camp proche de l'ancien comité exécutif qui dit que les comptes ont été certifiés et que cette Assemblée générale va donner quitus au comité exécutif sortant. Bien entendu, les adversaires disent non, c'est faux, les comptes n'ont pas été certifiés, vous n'aurez pas le quitus. Donc, il y a déjà un débat avant l'Assemblée générale sur ce quitus. Mais on sera tous situés. Pourquoi? Parce qu'un camp a dit que l'ancien comité exécutif a mal géré.
S'ils obtiennent quitus, ça veut dire que tout ce qui leur a été reproché est faux. D'un autre côté, s'ils n'obtiennent pas le quitus, c'est que le camp qui les accablait avait parfaitement raison parce que la gestion a été mauvaise. Donc on est suspendu, mais la vérité sortira de cette assemblée générale. On verra effectivement qui a menti, qui a accusé qui. Donc l'assemblée générale, elle va être déterminante pour la suite des événements parce que nous, on observe depuis et on veut voir la vérité. Est-ce qu'il y a effectivement malversation? Est-ce que ce sont les accusations gratuites? Eh bien, on sera tous situés après ce week-end. D'accord. Au-delà du quitus, il y a l'adoption des nouveaux textes de la FIF. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement par rapport aux anciens textes? Mais je pense qu'on le saura durant cette assemblée générale qui aura lieu. Parce que Roger Stéphane a soulevé un point essentiel concernant le quitus sur la gestion du comité exécutif sortant. Je pense que c'est une question qui risque de conditionner les autres débats au sein même de cette assemblée générale. Parce qu'on sait très bien, il ne faudrait pas que nous nous voilons la face, qu'il y a des clans aujourd'hui au niveau de cette fédération, des clans adossés à certains candidats. Donc si certaines personnes pensent que déjà au niveau du quitus, il y a eu un choix, je dirais, subjectif, c'est-à-dire quelles que soient les explications du commissaire aux comptes, d'autres décident d'aller voter un non pour un non ou un oui pour un oui, il peut y avoir des difficultés au niveau des textes. Donc, ce sont des éléments qui sont intimement liés. Au niveau de ces textes-là, ce qu'on a eu dire, c'est que déjà, les parrainages obligatoires vont sauter. Il n'y aura plus le blocage lié au groupement d'intérêts. Voilà. Et donc, ça va permettre une meilleure démocratie concernant cette future élection. On a un clan qui souhaiterait que ce ne soit pas le bureau, je dirais même le bureau du comité de normalisation qui organise, mais qu'il soit mis en place une commission électorale. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui seront mis sur la table pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont trouver la meilleure des solutions pour permettre aux tests d'être adoptés et au processus de se poursuivre. Alors justement, pour parler des tests, JP l'a déjà signifié, c'est au niveau des parrainages que beaucoup de choses ont changé. Désormais, plus d'accumulation de parrainage. Vous avez juste besoin de 4 parrainages pour pouvoir poser votre candidature. Donc, je pense que c'est ce qui a changé. Mais il faut expliquer la nuance, parce que s'il n'y a pas de... Rapidement, il reste 10 secondes. S'il n'y a pas d'accumulation des parrainages, il n'y a pas obligation aussi des parrainages. Bien évidemment. D'accord. D'accord. Allez, les 2 dernières questions, c'est pour vous, monsieur Koné Tchekbé. Est-ce que vous avez des craintes concernant les AG de la FIF? Non, moi je souhaite que le débat soit vraiment houleux, mais pourvu qu'on s'entende à la fin et qu'on vote afin de passer, de tourner la page. Est-ce que vous croyez à la tenue de l'AG élective du 22 mars prochain? Moi j'y crois. Je suis très positif, j'y crois. J'y crois et je pense, et j'y crois franchement. D'accord. Moi-même j'y crois. Vous y croyez aussi? Bien sûr. Mais nous le souhaitons tous. Maintenant, on attend la suite des événements. Personne ne veut des blocages, mais on verra bien les votes qui auront lieu aux 2 tiers sur chaque article proposé. On verra bien après les élections, après les assemblées. Et vous y croyez? J'observe. Ah ben, s'il n'y a pas élection, le comité de normalisation va rester. Voilà. Allez! Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Monsieur Koné Tchekbé, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Voilà. Vous connaissez la route maintenant, donc quand vous voulez. D'accord. C'est chez vous ici. D'accord, c'est compris. Et merci pour tous ces éclaircissements. Et merci. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu flou et vous avez répondu à toutes nos questions. Je pense qu'on va pouvoir bien dormir ce soir. Merci beaucoup la team. Merci à vous également. Et puis on va se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Et n'oubliez pas, on prendra l'antenne à 18h30 puisqu'il y aura un match. Un match de la Coupe de la Confédération. Voilà qu'on vous proposera donc prise d'antenne 18h30. Eh bien, on vous souhaite de passer une excellente soirée et puis à demain. Voilà, bisous, bisous. Bye bye.